Est-ce qu'on est-ce qu'on vous laisse commencer? Bah, c'est à vous de voir si vous nous laissez commencer. Maxime, on annule la conférence du coup? Après, Non, mais comme ça, allez-y. moi je dirais que c'est mieux, quoi. Mais bon, après. Allez-y. D'avance, merci de votre travail. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'avance, merci. Attendez de voir le résultat avant de dire c'est pour ça. En fait, non, en fait, je voudrais dire merci. Alors. Voilà. Je préfère le dire maintenant parce que pour l'instant j'en ai envie et je sais pas si je le dirai à la fin. Donc prenez-le maintenant du fond du cœur et ça marche. Et on en reparle tout à l'heure. Allez, bonne conférence à vous et merci. Merci beaucoup. Donc du coup, le but de cette petite soirée, en fait, on s'est rassemblés à plusieurs pour faire une petite soirée multi-conférence sur des sujets qu'on a récupérés, tout simplement entre guillemets du max de culture, c'est-à-dire qu'on a repris un peu les différentes catégories qui existaient et on a essayé d'en traiter le plus possible sur des sujets divers et variés. Parfois des sujets plutôt rigolos, des fois des sujets un peu plus sérieux, et des fois on a juste essayé de coller un peu sur la thématique Halloween au mieux. On verra si ça plaît, dans l'espoir que ça plaise, etc. Donc pour ce qui est des questions, vu qu'il va y avoir plusieurs sujets qui seront abordés, je vous invite à mettre la question à l'écrit avec éventuellement le nom soit de la personne qui présente, soit du thème de la conférence devant pour qu'on puisse s'y retrouver à la fin, et on essaiera de refaire un petit tour des différentes questions qui auront été posées du coup à la toute fin de toutes les présentations. On fera pas une pause à chaque fois entre chaque. Donc voilà un petit peu, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, et donc du coup je vais laisser la parole pour la première thématique qui sont les mathématiques. Trax, c'est à toi de jouer. Merci. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Dites-moi, est-ce que le 0, ça vous parle? Alors oui, je me permets de supposer que ça vous parle, mais imaginez rencontrer un extraterrestre, un petit bonhomme vert, capable de communiquer avec vous. Comment est-ce que vous lui expliqueriez le concept de 0? Cette question, elle s'est introduite assez tard en mathématiques. Je vais prendre pour exemple les Babyloniens, dont on a déjà parlé en conférence sur le serveur. Petit rappel rapide, ils comptaient notamment pour la distribution du fric, de la thune, et aussi un petit peu en agriculture ou en architecture. Donc pour eux, pas besoin de 0. Il suffisait d'avoir des unités, représentées par des clous, vous pouvez le voir sur la diapositive, et des dizaines, représentées par des chevrons. Et ils n'allaient pas en dessous de 1, c'était pour ainsi dire inutile. Mais vous pensez bien qu'il fallait que le 0 arrive, et pour cause, il a fait son entrée fracassante dans les mathématiques en Inde, défini pour la première fois comme étant un nombre soustrait à lui-même. 1 moins 1, 2 moins 2, 3 moins 3, ça c'est le 0, noté par une espèce de boucle qui deviendra un rond ou un ovale. Plus tard, le 0 sera redéfini par Peano, de façon un peu plus simple. En fait, il décide de faire un axiome, c'est-à-dire un énoncé supposé vrai, et sur lequel on base toutes les démonstrations et tous les théorèmes qui suivront. Donc Peano, pour définir les entiers positifs, il définit le nombre 0 comme suit. L'élément appelé 0 est un entier naturel. Suivi d'un autre axiome qui énonce tout entier naturel a un unique successeur qui est également un entier naturel. Et là, en deux axiomes, Peano place le 0 au centre des entiers alors qu'il était le dernier chiffre à voir le jour. Vous pouvez aussi voir le 0 à l'action. C'est l'élément neutre de l'addition, ce qui signifie que 0 plus un autre nombre donne justement cet autre nombre, mais c'est aussi l'élément absorbant de la multiplication, parce que quel que soit le nombre par lequel on multiplie le 0, le résultat est 0. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Puissance 0, c'est quoi? Je vous ai menti. En fait, on va d'abord voir ce que c'est qu'une opération, cette opération-là, la puissance. Quand on voit la puissance pour la première fois, c'est plutôt sous la forme d'un carré. Un nombre au carré, c'est ce même nombre fois lui-même. On note avec un petit 2 en haut à droite. On peut décider d'être un peu plus gourmand et de multiplier plus de fois encore. Je vais appeler mon nombre A. Eh bien, A puissance n, c'est A fois A fois A, etc. jusqu'à avoir multiplié n A
entre eux. Mais là, les matheux, ils étaient toujours pas contents. Comment mettre un nombre puissance 0? Comment donner un sens à cette opération? La réponse est simplissime, mais un peu astucieuse, faut le reconnaître. On part du principe que a puissance n, c'est égal à a puissance n fois 1. Et à partir de là, tout est plus clair. On peut décider que a carré, c'est 1 fois a, que a puissance 1, c'est 1 fois a, et que a puissance 0, c'est 1 fois, pas fois en fait, c'est juste 1. Et par cette convention, tout nombre puissance 0 vaut exactement 1. C'est tout? Oui. Bonne suite de la conférence, c'est au tour de Paul, qui va vous présenter la sphère de Dyson. Donc, tout d'abord, je me permets de préciser que ce sujet, ce n'est pas moi qui l'ai... Enfin, que je ne suis pas à l'origine directement de de cette partie de la conférence. C'est pour ça que je demande qu'on remercie quand même Gustave, qui a pris le temps de faire une diapo, de me préciser quelques informations pour que, avec quelques recherches complémentaires, je puisse vous présenter la sphère de Dyson. Donc, tout d'abord, la sphère de Dyson est donc l'invention, entre guillemets, de Freeman Dyson, qui est un physicien, et qui a proposé cette sphère en 1960. L'idée de la sphère de Dyson, qui lui est donc venue en s'inspirant du livre Star Maker, serait de créer une hypothétique sphère gigantesque qui entourerait tout un système solaire dans le seul but de capter toute l'énergie qu'émettrait son étoile. Dans notre cas, on pourrait imaginer avoir une très grande sphère, mais très mince, complètement creuse à l'intérieur, qui entourerait parfaitement le Soleil pour capter toute l'énergie qu'il émet dans le vide spatial. Néanmoins, pour pouvoir, quand Freeman se permet d'inventer cette sphère, une des premières choses qu'il précise, c'est qu'il la calcule de façon à qu'elle puisse être réalisable avec toute la masse de la matière de la plus grosse planète gazeuse du système solaire. C'est pour ça que, par exemple, nous, ça s'appliquera avec Jupiter. Néanmoins, on se rend vite compte que ça demanderait une très grosse quantité d'énergie. Il faudrait en effet 800 ans avec de l'énergie solaire pour pouvoir morceler Jupiter et donc pouvoir assembler cette sphère. Néanmoins, Freeman explique aussi que cette sphère pourrait permettre de loger des gens, puisqu'en effet, même si elle fait que 2 à 3 mètres d'épaisseur, il y a quand même de quoi installer un monde assez important dans tout un système solaire. Et il explique que cela permettrait de faire passer une civilisation de type 1 au type 2. Alors, les niveaux entre guillemets de civilisation sont définis par l'apport principal de l'énergie. C'est-à-dire qu'une vie qui est née sur une planète et qui est capable de créer l'énergie qu'elle va utiliser vient directement de la planète, c'est une civilisation dite de type 1. Quand la civilisation va être capable d'utiliser l'énergie de son étoile de façon comme elle le veut, et ben, on dit que la civilisation passe de niveau 2. Et à partir du moment où la civilisation peut utiliser toute l'énergie de ses galaxies, comme elle le souhaite, ce qui est extrêmement compliqué, on dit qu'elle passe de type 3, ce qui est censé être un peu un stade hypothétique d'un avancement gigantesque. Donc là, ce qu'explique Freeman, c'est que en construisant cette sphère géante qui permettrait de récupérer énormément d'énergie depuis le Soleil, on pourrait donc, une civilisation comme ça passerait au niveau 2, de type 2. Et c'est à la suite de cette proposition que différents organismes de recherchent toujours actuellement des sphères de Freeman en regardant, alors ça je me souviens plus vraiment, je suis vraiment désolé, c'est pas mon sujet à l'origine, mais qui captent différents rayonnements pour pouvoir tenter de déceler sur certaines étoiles, voir si on pourrait trouver des sphères de Freeman et donc trouver des civilisations de type assez avancé. Et pour ceux que ça intéresse, une bonne idée pour se représenter une civilisation de type 3, ça serait l'univers de Star Wars. Et pour beaucoup de raisons qui font que au niveau de la génération d'énergie. Ça sera tout pour ce sujet. Donc du coup, on va passer ensuite sur un peu le sujet plus de psychologie. Donc en parlant des phobies étranges. Mais donc du coup, avant de parler des différentes phobies un peu étranges, entre guillemets, qui peuvent exister, on va définir déjà ce qu'est une phobie. Donc la phobie, donc le terme, on va dire
plus exact, c'est-à-dire que c'est le terme qui a été déterminé par le CNRTL, je vais essayer de le prononcer pour les coups celui-là, donc qui correspond, en gros, c'est le Centre national des ressources textuelles et lexicales, donc c'est celui qui va à peu près donner les termes principaux. Donc ça va être les psychopathologies. Donc normalement, on n'est pas censé utiliser le terme de phobie, de psychopathologie. Donc en fait, qui va correspondre à une peur, mais à son extrême, de façon démesurée, et qui va surtout être très souvent irrationnelle. C'est-à-dire que ça va être une peur qui va être bien plus forte qu'elle ne devrait être à la normale, et qui va pas forcément être liée à une logique. En général, ce qui va causer ça va être soit des sentiments enfuis, des situations de choc, c'est-à-dire que ça peut être lié à un traumatisme, ça peut être lié à ce genre de choses. Et donc du coup, derrière, la personne peut développer une peur surnaturelle, irrationnelle comment? De quelque chose en particulier, selon la situation. Donc par exemple, l'exemple le plus, on va dire, connu, l'arachnophobie, donc la phobie des araignées, donc va tout de suite, ça va être des gens qui vont vraiment avoir des réactions aussi démesurées face à l'élément phobique. La plupart du temps, ces phobies, en fait, elles sont classées par fréquence, c'est-à-dire que plus on la retrouve chez les gens, plus elle va être un peu répertoriée, etc. Après, on va retrouver majoritairement des phobies du style de l'agoraphobie, qui sont un peu la peur de la foule, des lieux publics, etc. Après, on va retrouver les phobies un peu plus spécifiques, donc qui vont être liées à des trucs très précis. Et en dernier, on va retrouver un petit peu les phobies sociales, donc au sein des personnes. Du coup, pour un petit peu repartir sur le sujet des phobies étranges, je vous propose de nous informer au prix d'une petite liste de phobies un peu originales que j'ai pu trouver. Et sur cette liste, je vous propose d'essayer de trouver chacune de ces phobies, à quoi elles correspondent. Donc si par exemple je vous parle de coulrophobie, à votre avis, je vous invite à l'écrire dans le chat, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait déclencher cette phobie en question? La coulrophobie. Donc j'avoue, hein, le terme comme ça ne donne pas forcément énormément d'indices. Alors, peur des couloirs, des couleurs. Il y a de l'idée, mais bon, je n'ai pas tourné trop longtemps autour du pot, hein, parce que les couleuvres, les canards. Canards, on y viendra plus tard. Et il faut savoir que la peur des oiseaux est un vrai truc, hein, effectivement. Non, donc effectivement, la coulrophobie, ça va être la peur des clowns. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, on voit beaucoup, que ce soit parfois dans les films ou ce genre de choses, des références à la peur des clowns, mais effectivement, il faut savoir que autant il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, ça arrive souvent, mais il y a des gens qui en ont vraiment une phobie assez importante. Ensuite, si on passe à la suivante, l'alectorophobie et la cuniculophobie, qui sont quand même assez pareil, ça parle pas des masses. Tout le monde spam des clowns. Merci. Tout à fait, Arcadie. Donc la seconde, c'est les lapins. Donc faut vous dire que la première, c'est un peu dans le même style. Alors c'est aussi un animal. Je vais pas dire que c'est plus ridicule qu'un lapin, mais donc on peut dire que Bohort dans Camelot, sans aucune hésitation, serait potentiellement atteint des deux. Est-ce que quelqu'un a une idée pour l'alectorophobie? Les pigeons, pas loin. Et ben en fait, ce sont les poules, la peur des poules. Tout simplement, entre guillemets simplement, évidemment. Ensuite, on retrouve la paraskevidécatriaphobie. Là, en fait, si on décompose le mot, il y a moyen de la retrouver, celle-là. En vrai. Donc, en regardant un petit peu le comment elle est divisée, après, bon, certes, faut s'y connaître un peu en grec et ce genre de choses. La peur du 666. Alors, la peur du 666, je vais y venir parce qu'effectivement, elle est présente. C'est celle qui a tout en bas. La peur du 666, c'est l'exacosico-hexaphobie. Pardon. Si vous cherchez le mot le plus long du monde, vous pouvez sortir des mots comme ça marche toujours. De quoi? L'exacosio-hexaconta-hexaphobie.
Ça se passe du premier coup, Malo, cherche pas. Non, effectivement, donc le 3, il y a de l'idée Arcadie, en fait, c'est la peur du vendredi 13, en fait. En fait, alors c'est une peur qui est, comme dit, toujours un peu irrationnelle, hein, évidemment, mais qui a été popularisée, entre guillemets, par les gens qui ont fait toute cette mythologie autour du vendredi 13, qui a pu déclencher, par la suite, des phobies auprès des gens. Et la dernière, du coup, vu que j'ai déjà parlé de la toute dernière, la cervalophobie. Celle-ci, la cervalophobie, non, ce n'est pas les cerveaux. Et Fox a la bonne réponse, c'est la peur de la bière. Alors je peux dire je pense qu'il y en a plus d'un qui serait extrêmement dérangé par ce genre de peur. Et effectivement, on retrouve un peu le nom de la cervoise. C'est comme ça que je me suis basé pour essayer de deviner. Hein. Donc voilà, on a la peur de la bière. Voilà. Ouais, il existe des mots pour tout, hein, de toute façon. Donc du coup, je vais laisser la place à la suivante pour la biologie. Et moi, je vais vous parler d'une bête que vous verrez est très jolie, qui est le ratopnu. Ou comme j'aime l'appeler, le rat donc tout nu super fort. Mais quelle est cette bête? Vous allez me dire. En fait, donc, ça fait partie de la famille des rats. Et ça a une durée de vie de 30 ans. Ce qui équivaut chez un humain à 600 ans. C'est énorme. Donc pour une bête de si petite taille. Et là, vous êtes en train de me dire, mais Caroline, mais pourquoi tu me parles d'une bête aussi moche dans une conférence? Eh bien, parce que c'est un modèle qu'utilisent les scientifiques, parce que elle est incroyable. Cette bête est vraiment incroyable. Elle vit très longtemps en bonne santé. Elle a très très peu de problèmes de santé. Ils n'ont pas de cancer, pas de maladie cardiovasculaire. Donc, quand j'entends par maladie cardiovasculaire, ça peut être des infarctus, des crises cardiaques. Ces rats n'ont jamais présenté une seule de ces maladies. Ils n'ont pas de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, tout ça. Et ils ont un mécanisme qui les protège de la douleur. C'est très très particulier chez ces animaux, donc en science, on les étudie parce qu'elles pourraient être transposées et du coup arriver à des traitements donc contre la douleur, contre des maladies qu'on ne sait pas encore soigner, comme Alzheimer, le cancer, ou des maladies vasculaires. Ces bêtes aussi peuvent rester sans respirer pendant 18 minutes. Il y a des vidéos si vous voulez aller voir sur YouTube, c'est incroyable. Et aussi, elles vivent dans une organisation particulière. Elles ont des reines, des soldats, des pourvoyeurs de nourriture, donc ça veut dire qu'elles s'organisent pour aller chercher de la nourriture. Et ça, c'est très particulier, on le retrouve chez très peu d'espèces. On les retrouve par exemple chez les fourmis ou les abeilles. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc, certes, cette bête est horriblement moche, mais elle pourrait un jour vous sauver du cancer ou d'une autre maladie. Et sur ce, on va passer à quelque chose de plus doux, quelque chose de plus joli, la langue et la littérature, que je vous laisse donc, avec Zori. Donc du coup, la langue et la littérature, je suis parti sur un sujet qui plaît à beaucoup de monde, et à moi compris. C'est l'univers du Seigneur des Anneaux écrit par Tolkien. Et donc du coup, j'ai choisi ce sujet parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, donc dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dans les Terres du Milieu, il existe une multitude de langues qui ont été créées par l'auteur, par Tolkien. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve la langue des elfes, des nains, des humains, des anciens humains, des ents, donc les hommes arbres dans l'univers, etc. Il y a eu des dizaines et une bonne dizaine de langues qui ont été créées pour l'univers. Et en fait, il faut savoir que à la base, l'origine du livre, ça aurait été plutôt les langues. C'est-à-dire qu'en fait, Tolkien, qui était un grand adepte des langues, et notamment via son métier, c'est-à-dire qu'il était linguiste, enfin même le terme le plus exact, je vais regarder, c'est philologiste. C'est-à-dire que c'est en fait quelqu'un qui étudie les langues, tant dans dans la façon dont elles sont parlées, etc., mais aussi dans toute la dimension historique, culturelle et littéraire que ça implique. Et c'est-à-dire que du coup, Tolkien, qui était un grand fan des langues en tout genre, il a étudié énormément de langues, leurs racines, leur étymologie, leurs origines, la culture associée à tout ça. Et en fait, lui-même en est venu à créer ses propres langues imaginaires, et à partir de ces langues, il a créé ensuite l'univers du Seigneur des Anneaux.
donc tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'univers a été créé à partir d'une langue, parce que selon lui, en fait, une langue ne peut exister, entre guillemets, que si elle a un univers auquel se raccrocher, une culture, un peuple aussi, qui va pouvoir parler cette langue et en fait l'utiliser entre guillemets donc dans son œuvre. Donc là en fait bon, je m'étais un petit peu renseigné, donc en fait il s'avère que Tolkien, en fait, cette passion des langues et surtout des langues imaginaires lui vient de quand il était très jeune, où en fait il a découvert que 2 de ses cousines à lui avaient créé une langue à elles pour discuter entre elles, juste pour s'amuser, hein, comme le font du coup les enfants. Et en fait, lui s'était mis à reprendre cette langue-là avec elle pour l'améliorer et en fait la peaufiner pour qu'elle soit plus cohérente dans sa façon d'exister, en fait. Donc il y ait plus de mots qui soient réellement qui soient associés à cette langue et qu'il y ait un sens, une sorte de logique dans cette langue en général. Et donc ça, c'est une première approche pour lui de la langue, enfin de l'invention des langues. Et en fait, après ça, un peu plus tard, il a découvert le finnois et le gallois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Bah, c'est les 2 langues desquelles il s'est inspiré pour faire la langue des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Et en fait, quand il a découvert le finnois et le gallois, il s'est un petit peu renseigné sur cette culture, etc. Et en fait, après ça, il a fait une sorte de mélange des deux avec une petite adaptation à sa sauce, évidemment, pour ensuite créer le langage des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, si jamais vous vous demandiez, il faut savoir que la plupart des langues qui sont utilisées dans l'univers des Terres du Milieu, que ce soit le Silmarillion, etc., ont à la base été inventées entièrement par Tolkien. Alors bon, la plupart de ces langues-ci sont pas, entre guillemets, parlables aujourd'hui, dans le sens où en fait, comment dire, Tolkien, il avait, enfin, toutes ces langues, il les a emmagasinées, il les a réfléchies à lui-même, mais il les a pas forcément toutes écrites, donc on a du vocabulaire, on a beaucoup de chance pour ces langues-là, on a même de la grammaire, etc., hein. Elles sont vraiment assez complètes, mais la plupart de ce que vous trouverez aujourd'hui sur Internet pour parler ces langues ou pour les écrire, ça va être quelque chose qui aura été adapté, prolongé par les fans, en fait. La plupart du temps, des fans vont avoir repris cette langue pour ensuite en fait, en faire quelque chose de plus complet dans l'espoir de pouvoir suivre ce qu'avait fait Tolkien. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de ma présentation sur la langue à l'origine d'une œuvre. Et donc ensuite, je vais passer la parole à Paul pour une partie un peu plus en histoire. Et en effet, je le reprends pour que c'est facile pour faire un peu d'histoire et un peu aussi de géographie pour commencer sur entre guillemets, donc oui, toujours l'histoire et la géologie et la géographie de la Martinique. Et précisément, donc, sur la partie histoire, on ne s'arrêtera que sur la partie préoccupation, entre guillemets, précolonisation, et parce que sur la partie, on va dire, post-colonisation, en fait, les choses sont assez répétitives, et puis il y a beaucoup moins de choses fun que sur ce qu'il y a avant. Tout d'abord, je vais faire un petit récap. Donc, la Martinique est une île, c'est une superficie donc, de 1128 km². Elle se situe dans les Petites Antilles, donc ça c'est à côté de l'Amérique, enfin il faut voir ça à peu près à côté de l'Amérique centrale. Et elle comptait en 2017 372 594 habitants. Bon, c'est précis, ça varie tout le temps, ça c'est pas ça. Ça reste quand même une île qui est soumise à beaucoup d'aléas volcaniques, telluriques et à pas mal d'inondations. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je crois, il y a eu des passages justement à la télévision montrant les inondations parce qu'elles avaient été assez violentes. La Martinique est toujours une île française. Donc son chef-lieu, c'est Fort-de-France. Donc le chef-lieu, c'est l'espèce de capitale, mais quand une île, par exemple, ne fait pas totalement partie d'un pays, mais n'est pas une colonie. C'est particulier. Elle possède donc comme pas mal de patrimoine assez important, comme le Rocher du Diamant, qui lui, par contre, dans la guerre, enfin dans les différentes guerres franco-anglaise a été assez important et qui est toujours un monument extrêmement beau, que ça soit sur le dessus en tant que réserve enfin bref, réserve pour oiseaux et en dessous dans la partie aquatique. Et une autre chose intéressante à noter sur l'île, c'est la présence de différents climats. En effet, le nord contiendra beaucoup plus de forêts tropicales, tandis que dans le sud, on peut avoir des déserts argileux. Et entre les deux, on peut avoir un climat un peu différent. Donc je vais donc passer
à la suite pour maintenant parler de la partie historique. Et donc sur la partie historique, je vais m'arrêter sur deux peuples, deux types d'Indiens entre guillemets qui ont vécu sur l'île. Tout d'abord, il y a les Arawaks. Alors, ce terme en fait regroupe plus généralement une classe linguistique. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes Arawaks qui sont arrivés partis. Et ce que je vais dire, c'est pas forcément les mêmes peuples. Et tout d'abord, en fait, là, il y a assez peu d'informations sur cette partie néanmoins de l'histoire de la Martinique, puisque peu de chercheurs s'y intéressent et il y a extrêmement peu de témoignages et de vie. Tout d'abord, on sait que les premiers peuples arawaks sont arrivés en moins 200 avant Jésus-Christ. Néanmoins, on sait que dans les alentours de 285 après Jésus-Christ, la montagne Pelée, donc qui est le principal qui est le volcan central, est rentré en éruption. Et vu que la majorité des peuples étaient justement installés sur la montagne pour pouvoir profiter de la fraîcheur et de l'humidité, se sont fait un peu tous exterminer. Néanmoins, de nouvelles colonies d'Arawaks sont arrivées donc d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale aux alentours du 5e siècle et du 7e siècle après Jésus-Christ. Et pour différentes raisons qu'on va voir par la suite, ils ont disparu de l'île au XIVe siècle. C'est comme ça qu'un autre peuple d'Amérique du Sud, les Caribes ou Caraïbes, enfin différentes prononciations existent, sont arrivés en Martinique au IXe siècle. Ils avaient ils ont eu énormément de particularités et leur rapport avec la disparition des Arawaks en 1350, c'est que l'hypothèse principalement soutenue actuelle est que les Arawaks se soient fait exterminer par les Caraïbes. Néanmoins, j'ai lu que cette hypothèse était remise en cause, mais il y a actuellement peu d'informations, donc pour l'instant, on va se contenter de cette hypothèse. Ce qui est assez intéressant avec les Caraïbes, c'est que même s'il y a eu différents témoignages de personnalités religieuses sur l'île, il y a une personne athée, ce qui est assez rare pour l'époque, qui a réussi à s'intégrer un peu dans les tribus et qui a pu rapporter un témoignage assez non engagé et assez précis sur leur mode de vie. On sait donc que ces peuples étaient cannibales, ce qui n'est pas étonnant parce que ça arrive assez régulièrement sur différents peuples. Néanmoins, ce qu'il s'agit, comme beaucoup de fois, pas d'un cannibalisme dans le but de se nourrir, mais souvent c'est dans le but de récupérer un peu la force de son adversaire. Et donc ce n'est pas je tue quelqu'un pour le manger juste pour le plaisir de le manger, c'est vraiment pour ça dans ce but-là. Vu que les Caraïbes étaient donc répartis en différentes tribus sur l'île, ils pratiquaient une sorte d'anarchisme. Alors, je suis pas sûr que ça soit exactement le bon mot, mais je vais le dire comme ça. Chaque citoyen, enfin, pas des citoyens, mais chaque membre de la tribu avait un droit de vote et il n'avait pas de sorte de gouvernement, et les tribus n'étaient pas réellement unies entre elles. C'est-à-dire que dans une seule tribu, les sortes de lois qui passaient, donc étaient définies étaient votées par chaque citoyen. Enfin, chaque citoyen avait le même droit de vote et pouvait proposer des lois. Alors ça c'est vrai sauf en cas de guerre entre différentes tribus, où là ils se permettaient d'élire un petit gouvernement pour une organisation plus stricte pendant ces périodes. C'était aussi un peuple polygame, ce qui est assez commun aussi à l'époque. Néanmoins maintenant je vais arriver sur quelque chose de plus marrant. C'est pour revenir sur les langues. Les Caraïbes en fait ne parlaient déjà pas tous les mêmes langues entre tribus, il y avait toujours un même tronc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans une seule et même tribu, tous les individus ne parleront pas la même langue. Et c'est vraiment découpé de façon à que les vieux et les jeunes ne parleront pas la même langue, mais les femmes et les hommes non plus. Ce qui fait tout est basé sur un même tronc commun, ce qui fait qu'ils arrivent un peu à se comprendre, mais il y a un vocabulaire qui est bien changé, totalement en fait en 4 espèces de catégories. Et je pense que ce qui est le plus drôle, ce que je me souviens, c'est que lorsqu'une femme donc accouchait d'un enfant, généralement 2 jours après, elle repartait travailler. Elle n'avait donc pas une sorte de ce qu'on pourrait appeler de nos jours un congé maternité. Néanmoins, le père, lui, restait presque 1 mois au lit à boire des jus de fruits pendant que sa femme repartait chercher des racines. Ce qui est une sorte de pré-congé paternité assez drôle, puisque c'est quand même pas souvent que le père reste au lit à boire juste après l'accouchement, tandis que la femme retourne aller bosser. Néanmoins, c'est tout pour moi, et donc je laisse le prochain sujet sur de l'art visuel.
du coup, pour cette nouvelle partie, je vais essayer de parler un petit peu des illusions d'optique pour l'art visuel, parce que c'est un truc que je trouve à la fois fascinant et très intéressant sur plein de points. Et vu que j'y connais pas grand-chose, et ben j'ai demandé à Pôle Scientifique de me faire un petit tour d'horizon de ce qu'il savait sur le sujet et de m'en parler un petit peu pour que je puisse vous le restituer aujourd'hui, comme ça pour vous présenter quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc, les illusions d'optique, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, en fait, une illusion d'optique, ça va être une image ou une construction qui va tromper notre système visuel. Donc, c'est-à-dire que le lien qu'il y a entre l'œil et le cerveau, il va y avoir quelque chose qui va un peu dysfonctionner et partir en cacahuète. Donc de fait, en fait, une illusion d'optique, c'est le fruit d'une mauvaise interprétation par le système visuel. Donc c'est le système visuel qui va mal analyser les informations qui lui arrivent ou qui va pas bien les comprendre et donc du coup qui va donner une interprétation biaisée. Donc en fait, la construction d'une image ou d'une scène, donc un peu comme celle que vous avez sous les yeux, je vous laisse vous user les yeux dessus, ça va amener le cerveau à des erreurs sur plusieurs choses. Ça peut être des erreurs sur la taille, sur la couleur d'une surface ou d'un objet, ou alors encore sur la rectitude d'une ligne, c'est-à-dire savoir si une ligne est vraiment droite ou non. Donc, comment va un petit peu fonctionner, enfin comment va se créer l'illusion d'optique? En fait, l'illusion, elle va résulter de l'exploitation biaisée par le système visuel des informations qui lui parviennent. C'est-à-dire que le système visuel, il fonctionne, pas comme un instrument de mesure ou comme une moyenne. En fait, ça va être une moyenne, enfin pardon, excusez-moi, je reformule. Donc, l'art visuel, en fait, il fonctionne pas comme un instrument, mais en fait comme un moyen d'interagir avec son environnement. C'est-à-dire que, en cas de doute, il va changer de point de vue, donc que ce soit via les différents sens, donc les différentes perceptions de l'œil. En fait, il va essayer de reprendre un autre point de vue pour avoir une vision plus exacte de la réalité. Dans le cadre d'une illusion visuelle, on bloque la possibilité de changer ce point de vue et qui va entraîner une vision faussée de la réalité. Donc, y compris en faisant voir un objet inexistant ou en rendant «aveugle» entre guillemets un objet qui est pourtant vraiment bien présent. Donc ensuite, on peut diviser les illusions optiques dans différentes catégories, différentes familles. Il y a les illusions d'optique géométriques, donc comme celles qu'on peut voir sur la droite, qui sont basées sur des points, des lignes ou des formes simples qui amènent à une erreur d'interprétation. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez, toutes les lignes que vous avez sur l'illustration tout à droite sont parallèles. Mais via un peu le décalage qui est créé entre les carrés, on va avoir cette impression de déformation de ces lignes-là. Ensuite, on a les illusions artistiques. Donc en fait, c'est des œuvres d'art qui vont être délibérément ambiguës et qui vont utiliser diverses techniques pour faire voir différentes choses. Là, si on prend par exemple les devinettes d'Épinal, il y en a des tas et des tas. Moi, j'ai pris celle qui entre guillemets utilisée en tant que pub entre guillemets. C'est un visage que, en gros, globalement, si on pivote l'image dans l'autre sens, on va avoir un second visage, en fait. Donc, l'illustration est faite de telle sorte qu'on voit plusieurs visages. La plupart des devinettes d'Épinal, c'est dans le même style, avec des visages qui sont planqués dans des illustrations, ou alors d'autres objets. Et pour finir, il y a les illusions impossibles. Donc, c'est une représentation d'un objet qui ne peuvent pas exister par les lois de la physique connues. Donc, par exemple, là, on a le triangle de Penrose qui est représenté là à gauche, où en fait c'est un triangle qui visiblement on a l'impression qu'il part en arrière puis qu'il revient en avant dans une telle forme que en fait dans la vraie vie ce triangle ne pourrait pas exister. Et pourtant on arrive à le visualiser, mais donc du coup le cerveau le comprend pas et forcément ça va probablement vous faire bugger. Donc voilà un petit peu pour le... Oui, effectivement, Alexis. Donc voilà un petit peu pour un peu la liste des types d'illusions d'optique qu'on peut retrouver. Et donc du coup, je voulais passer sur une seconde partie sur l'histoire présentée par Malo. Oui, bonsoir. Je vais donc vous parler d'une histoire de sorcière, vu que ça se prête un petit peu au thème d'Halloween. Donc voilà, je vous un truc chaud à boire. Je vais commencer donc
dans un style un petit peu narratif qui ne me ressemble pas, mais j'espère comme ça ne pas prendre trop de temps. Et voilà. Donc, nous sommes en juillet 1692, en Nouvelle-Angleterre. Sarah Good est sur le point d'être exécutée. Alors que le bourreau s'approche d'elle et lui passe la corde autour du cou, elle se tourne vers un des juges dans l'assistance et lui hurle « Je ne suis pas plus une sorcière que vous n'êtes un sorcier, et si vous prenez ma vie, Dieu vous donnera du sang à boire. » Personne ne sait si le juge pensait aux dernières paroles de Sarah Good lorsque, bien des années plus tard, il mourut des suites d'une longue hémorragie. À vrai dire, ce n'est pas mon propos. Cette femme, qui en appelle à Dieu, est condamnée à mort car sa complicité avec le diable semble, pour ce juge, ne faire aucun doute. Elle fait partie d'une longue série qui marquera l'histoire locale, nationale, puis occidentale. En cette période d'Halloween, donc un événement qui mériterait également qu'on retrace son histoire, m'est venue l'idée de vous raconter cette histoire de sorcière, une histoire vraie qui s'est déroulée il y a cela 328 ans. L'histoire, c'est celle des sorcières de Salem. Le nom est connu, l'histoire un peu moins, et les détails beaucoup moins. Et ici réside le premier paradoxe des sorcières de Salem. Mais face à un sujet qui fascine à la fois le grand public et la recherche, qui est assez bien documenté, et pourtant, il n'existe pas de consensus solide sur les détails et l'interprétation qu'on peut faire des faits. Les faits, justement, quels sont-ils? Eh bien, les voilà. À la fin du XVIIe siècle, dans le Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre, une chasse aux sorcières est organisée, entraînant le de nombreuses personnes, des femmes surtout, mais également des hommes et des enfants. La population semble possédée par le diable, victime d'une sorte de démence qui se répand de façon inexplicable. Je ne rentre pas encore dans les détails, car je laisse là pour la suite, mais sachez seulement que le souvenir des sorcières de Salem reste vivace dans l'histoire américaine et connaît de nombreuses et surprenantes réappropriations. Qu'y a-t-il donc à comprendre de cet épisode, à la fois dans son déroulement et dans la mémoire qui lui a été réservée dans l'histoire des États-Unis? C'est ce que je vais essayer de montrer ce soir, brièvement. Pour répondre à cette question, je reviendrai d'abord sur les faits. Enfin, j'essaierai de montrer le devenir si particulier de ce qu'on a appelé le spectre de Salem, ce qui est l'expression de l'historien Gretchen A. Adams, historien américain. Donc Salem, c'est d'abord une ville du Massachusetts. Elle est fondée dans la première moitié du XVIIe siècle par des puritains, qui est une branche du christianisme prônant l'austérité et la rigueur religieuse. Ces puritains fuyaient les mesures discriminatoires des rois d'Angleterre, qui étaient alors catholiques, Jacques Ier Stuart et Charles Ier. Le nom de Salem fait d'ailleurs référence à un endroit mentionné dans la Bible. Donc, comment s'organise la vie dans la colonie? Elle est structurée autour de la religion, et même si on ne peut pas parler de théocratie, les autorités religieuses ont un poids politique largement supérieur à leurs homonymes européens. Les jeunes sont éduqués dans la peur de Dieu et de l'enfer, et leur représentation mentale renvoie dès le plus jeune âge à cette dichotomie. La communauté grandit et devient une ville au cours du siècle. La population se diversifie. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une série de calamités frappe la Nouvelle-Angleterre, entre les guerres avec les Amérindiens, la destruction de plusieurs colonies et les épidémies. Les pasteurs accusent la mode dépravée de la jeunesse, et notamment sa pratique de la sorcellerie, comme autant de raisons ayant attiré le châtiment de Dieu. De fait, de nombreux jeunes de la Nouvelle-Angleterre s'essayent à la divination ou au jeu de hasard. C'est justement de là que part notre histoire. Donc, cette histoire, par exemple, c'est celle de Betty et Abigail, sont deux cousines qui habitent Salem, des adolescentes. Un jour, comme tant d'autres jeunes, elles s'essayent à la divination, notamment en se servant de bouteilles. Elles sont censées voir des formes dans les bouteilles. Betty demande à la bouteille quel métier exercera son futur mari, et elle est alors prise de panique en distinguant un spectre en forme de cercueil à l'intérieur de la bouteille. Pour elle, Dieu la punit pour avoir pratiqué la sorcellerie. L'expérience la traumatise au plus haut point, son état psychologique chute, elle ne fait plus que des cauchemars, n'arrive plus à prier, ce qui est très grave dans une communauté dont le mode de vie est structuré autour de la religion. Et elle produit des sons curieux d'animaux sauvages. Sa cousine, qui est la seule à savoir, bascule aussi sous la pression du secret. Et elle est prise de convulsions qui alternent avec des crises de paralysie. Comme la cousine est touchée, elle hurle apparemment sans raison et jette la Bible familiale à travers la maison. Le médecin de la communauté examine les deux filles. Il avoue son impuissance et affirme de façon catégorique « La main du diable est sur elle ». La femme de Salem tente de soigner les cousines en usant de magie blanche, mais elle se fait réprimander par le pasteur qui lui dit « Par ce moyen, le diable a été appelé et il est maintenant au milieu de nous ». Betty et Abigail sont questionnées sur leur tourmenteur. On pense alors que c'est un habitant et plus vraisemblablement une habitante de la communauté qui leur a jeté un sort. C'est comme ça qu'on conçoit la sorcellerie à cette époque. Et vous voyez qu'elle vise principalement les femmes. Betty craque et nomme
Tituba, une esclave amérindienne de la communauté, Sarah Osborne, une femme qui se faisait remarquer par son absence permanente à l'église, et Sarah Good, une mendiante qui correspondait à l'archétype de la sorcière. Et elle a sans doute, la jeune femme a sans doute été aiguillée par ses interrogateurs pour désigner ces personnes qui sont des cibles de base assez gênantes pour la communauté. Les femmes sont emprisonnées à Boston, mais les possessions s'étendent à d'autres membres de la communauté. Même les juges eux-mêmes sont pris d'hallucinations. Au total, ce sont 200 condamnations qui seront prononcées, femmes surtout, mais aussi à l'encontre d'hommes et d'enfants, et 19 de ces condamnations mèneront à des mises à mort. D'autres personnes mourront en détention. Il faut attendre plusieurs mois pour que la population manifeste son hostilité au procès et que finalement, on conclut qu'il vaut mieux laisser 10 sorcières que condamner un innocent, selon la formule d'un des juges. Les procès des sorcières de Salem, qui n'auront duré que quelques mois, deviennent vite un spectre de l'histoire américaine qui traîne pendant plusieurs années, comme je vais tenter de le montrer maintenant. Donc on avance un peu dans le temps et on arrive au tout début des années 1720 à Boston. Grave épidémie de variole s'est répandue dans la ville. Certains, inspirés par les premiers balbutiements de la vaccination, tentent de convaincre au cours d'un débat public entre les habitants qu'il faut inoculer la variole aux habitants sains afin d'endiguer l'épidémie. Parmi ceux qui proposent cette solution, on retrouve un des juges du procès de Salem. Ces arguments sont décrédibilisés par voie de presse par le tout jeune Benjamin Franklin à ce moment-là, pas seulement sur le fond, mais également à cause de sa participation au procès de Salem. Donc on joue de sa réputation pour le décrédibiliser. Donc une fois que tous les acteurs sont morts, encore une fois, sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la mémoire des procès de Salem est encore utilisée lors de la guerre d'indépendance américaine dans les années 1770 pour inciter à la modération et à éviter tout jugement rapide dans le feu de l'action. Je ne rentre pas plus dans les détails, j'avance encore un petit peu. Et donc on arrive au XIXe siècle et à la récupération par le champ politique de ces événements, et c'est ce que je trouve, à mon avis, le plus intéressant. C'est que au XIXe siècle, dans la dynamique de la construction de la nation, comme en Europe, les procès de 1692 figurent dans les manuels scolaires, et Salem devient alors une leçon de morale et entre ainsi dans le fond de connaissances historico-légendaires de tous les jeunes Américains. La mémoire des procès de Salem connaît un pic très intéressant de réappropriation dans l'opposition entre les États du Nord prenant l'abolition de l'esclavage et les États du Sud des États-Unis, dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation légale d'esclaves et dont les grands propriétaires militent pour un maintien de l'esclavage. Donc les États du Sud vont faire sécession et mèneront une politique agressive qui mèneront à une guerre, qu'on appelle la guerre de sécession en Europe, et que les Américains appellent Civil War. Donc ces États du Sud s'organisent en congrès, un organe de gouvernement concurrent de celui officiel au nord. Les nordistes sont assimilés aux puritains du XVIIe siècle, notamment le président Abraham Lincoln. En 1859, le gouverneur de l'État de Virginie, dans le sud, suggère notamment que les nordistes aillent plutôt se trouver une ou deux sorcières à noyer ou à brûler. Il crée à cette occasion l'image effrayante et mobilisatrice de la sorcière brûlée vive, alors que, rappelez-vous, au début de la présentation, les condamnés de Salem sont condamnés à la potence. On a une figure davantage mobilisatrice à travers la sorcière brûlée vive. Après la guerre, l'utilisation des procès de Salem disparaît légèrement derrière la figure positive du Plymouth Pilgrim, qui est une sorte de figure mythique du père fondateur américain, une optique de réconciliation entre le Nord et le Sud. Salem fait son grand retour au XXe siècle, dans la peur rouge des années 1920, qui se manifeste évidemment par une méfiance et une mise en accusation systématique à l'égard des communistes. Bien évidemment, on assiste à un nouveau pic de ce discours dans les années 1930, que le sénateur Joseph McCarthy procède à une liquidation de ses adversaires politiques en les accusant de sympathie communiste, le climat de guerre froide aidant. L'affaire va tellement loin que le chef du FBI de l'époque est obligé de se justifier devant les médias en affirmant que sa démarche de traque des réseaux communistes n'a rien de semblable avec la chasse aux sorcières du XVIIe siècle. Il est obligé d'en parler dans la presse, pour vous dire à quel point ça fait du bruit. Au tournant des années 1990 et 2000, la menace communiste a disparu, mais pas les discours sur Salem. Ceux-ci sont encore brandis pour discréditer les opposants politiques du camp qui les emploie.
On peut par exemple penser à la lutte pour les droits des homosexuels, et dont l'opposition de la part des milieux religieux permet d'être assimilée dans le discours militant à l'obscurantisme des juges de Salem. On peut également citer la menace terroriste, très contemporaine, comme de se rendre compte malheureusement récemment, et dont les motivations sont encore parfois interprétées comme la suite logique d'un aveuglement dans la foi. Parallèlement, les procès de Salem trouvent leur place dans les arts. Salem, c'est le titre d'un roman de Stephen King, mais c'est aussi le nom de plusieurs groupes de métal et de bandes dessinées. À ce moment-là, le message politique paraît moins clair, existe un éclatement des significations. Je conclus rapidement. Qu'est-ce qu'il faut retenir des procès des sorcières de Salem? Ce que je pense en retenir, moi, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle, dans un climat politico-religieux spécifique, des adolescentes se trouvaient prises au piège de leur propre peur de l'enfer, peur de Dieu, peur des autorités parentales et peur des autorités religieuses, qui se sont amalgamées et qui se sont répandues à d'autres habitants. De l'extérieur et des époques qui suivent, l'événement n'est considéré que comme une vaste erreur judiciaire et un aveuglement religieux ayant inlassablement conduit des innocents à la mort ou à la prison. Salem devient le contre-modèle par excellence dans l'imaginaire américain, à partir du XIXe siècle, une époque durant laquelle la construction d'une nation impose de donner une vision positive de la communauté nationale. Qu'il soit nordiste, communiste, intégriste chrétien ou intégriste musulman, le juge de Salem, ce sera toujours l'autre, celui qui commet une injustice envers nous et nous persécute, et le débat apaisé ne sera jamais possible si on s'imagine perpétuellement victime d'une chasse aux sorcières. Peut-être sommes-nous tous sorcières et juges, et peut-être que l'histoire doit rester dans son contexte sous peine d'être mal comprise. C'est toujours ce que je m'emploie de faire autant que possible sur le max de culture. Cette conférence doit également résonner comme un hommage et un remerciement à l'égard de celles et ceux qui font vivre ce serveur. Merci à tous, merci à vous, merci à tous. Il n'est pas trop tard encore pour vous souhaiter une excellente soirée. Je laisse la parole du coup au suivant, à la suivante, je ne sais plus exactement, j'ai oublié le programme. Passez une bonne soirée. Et donc du coup, c'est un suivant qui reprend la parole à nouveau parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc du coup, on va parler un petit peu de droit. Hein. On était dans la justice un peu avant, même si c'était la justice de Dieu plutôt. Et on va passer sur des lois improbables, mais qui ont toujours, enfin qui ont très longtemps eu leur existence. Donc pour ça, j'en ai sélectionné 5. Hein. J'ai pas non plus fait le tour de toutes parce qu'il y en a beaucoup trop. Faut le savoir. La première qui, pour moi, enfin, est la plus simple à aborder parce que, enfin, pour certains, on peut dire qu'à une époque, on sait d'où elle vient, c'est l'interdiction aux femmes de porter un pantalon. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été créée en France qui interdisait aux femmes de porter un pantalon, notamment parce qu'à une époque, ben, c'était interdit de se travestir en homme pour les femmes. Donc du coup, il y a une loi qui a été instaurée, interdisant donc les femmes de porter un pantalon. Il faut savoir quand même que dans les années, enfin au tout début du XXe siècle, il y a quand même des gens qui se sont dit ouais mais ça peut pas être très pratique et ils ont quand même autorisé le port du pantalon pour les femmes si elles étaient à cheval ou à vélo. Parce que bon, c'était quand même plus pratique. Donc si la femme tenait un vélo par le guidon ou un cheval par les rênes, ça marchait aussi évidemment. Hein, mais voilà, il fallait qu'à proximité il y ait un cheval ou un vélo pour avoir le droit de porter un pantalon. Donc bon, on comprend bien la logique hein, de la loi à l'époque, hein, mais bon aujourd'hui, elle n'est plus du tout appliquée. Ensuite, en autre loi un petit peu originale, il y a l'interdiction de survol et d'atterrissage ainsi que de décollage des aéronefs sur le territoire de Châteauneuf-du-Pape. Alors cette loi, on peut la voir sous différents angles. On peut se dire que c'est un petit coup de pub qui a pu faire qui a pu être fait pour la ville, hein, parce que mine de rien, quand une ville commence, ou un village commence à avoir une loi de ce genre, forcément on en entend parler. Donc ça permet d'avoir un petit peu un effet d'un gros coup de pub sur sur la ville. Mais il faut savoir aussi que cette loi a été faite pour une raison particulière, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes, des habitants de la ville qui avaient aperçu des ovnis. Et donc du coup, en fait, le maire, pour essayer de rassurer un peu tout le monde, avait installé cette loi, même si bon, en soi, faut quand même dire ce qui est. Je pense pas que les aliens s'amusent à regarder les lois de ce village avant de survoler avec une aéronef. Ensuite, en autre loi, toujours un petit peu
un petit peu original, on retrouve à York, c'est autorisé de tuer un Écossais dans l'enceinte de la vieille ville s'il porte arc et flèche. C'est-à-dire que, à une époque, où on pouvait se faire envahir, entre guillemets, par des Écossais, il y a cette loi qui a été faite et donc du coup, cette loi, a été instaurée pour dire, s'il y a des Écossais qui rentrent, s'ils sont armés, on peut les abattre. Sauf que le problème, c'est que cette loi existe toujours. Bon, heureusement, les arcs et les flèches sont plus aussi courants et je pense que si ça venait à arriver, ils arriveraient bien à contourner le truc. Mais bon, dans l'idée, il y a quand même quelqu'un, qui s'est dit: «Allez, on va créer ça comme loi». Ensuite, on retrouve toujours en loi un petit peu spécifique, mais assez rigolote. En Angleterre, c'est interdit de coller un timbre à l'effigie de la reine d'Angleterre à l'envers. Alors quand je dis à l'envers, bien sûr, c'est genre de haut en bas, hein, enfin le bas en haut, donc la tête de la reine vers le bas. Parce que c'était considéré à une époque comme une trahison et ça l'est toujours envers la couronne. Et pour finir sur, les lois un peu ridicules, on arrive sur l'Irlande, donc dans la région de Westfield. Donc il y a les habitants, ils avaient le droit de ils ont le droit de tuer des pêcheurs basques qui chassent la baleine, dans leurs eaux. Alors cette loi, elle a quand même je me m'étais renseigné parce que je la trouvais quand même extrêmement spécifique. Je me suis dit: «Il doit y avoir» et puis c'était un peu je me suis dit: «Bon, pourquoi?» En fait, il s'avère qu'en fait, il y a eu beaucoup de conflits autour de la chasse à la baleine, vu que, entre dans dans toute la partie, maritime qui a juste à côté des frontières de ces 2 pays, en fait, il y avait eu, quelques conflits liés à la chasse à la baleine. Donc du coup, forcément, les uns les autres s'aimaient pas trop, chacun on sait que c'était son territoire pour, heu, pour chasser la baleine, donc forcément il y a eu des problèmes. Et en fait, à un moment, il y a eu, une année, alors je crois que c'était au XVIIe siècle. Oui, c'est ça, au XVIIe siècle, il y a eu donc suite à une grosse tempête, il y a des pêcheurs basques, enfin des baleiniers du coup basques, qui s'étaient installés, en Irlande. D'ailleurs, j'ai dit Irlande, mais je crois que c'est l'Islande. Je suis peut-être en train de dire des conneries. Non, c'est tac, tac, je crois que c'est l'Islande. Bref. Et en fait, donc des pêcheurs basques des baleiniers basques qui s'étaient installés donc en Irlande le temps de laisser passer la tempête et en fait, il y a, ces pêcheurs ont été, massacrés par des Irlandais qui voulaient pas les voir sur leur territoire et en fait les autorités, vu que ça les emmerdait un petit peu une situation comme celle-ci et plus ou moins pour arranger tout le monde et ils ont fait passer ce décret afin que de pas être emmerdés sur cette situation. Donc du coup, la loi a été créée, la loi existe toujours. Enfin non, elle a existé très longtemps, mais elle a été, abolie, il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en 2015, elle a été supprimée parce que bon, au bout d'un moment, faut quand même arrêter de se dire que on se dit qu'il y a quand même quelques lois qui n'ont plus lieu d'être. Voilà un petit peu sur les lois qu'on peut retrouver qui sont toujours un peu ridicules, mais qui ont existé. Et donc du coup, je vais laisser la parole à la suivante pour une partie médecine. Et du coup, moi, je vais vous parler du syndrome 47XYY, pardon, excusez-moi, c'est un problème dans le titre, ou le syndrome du tueur. On va déterrer quelques bases de biologie. Donc, j'en vois quelques-uns qui commencent à se cacher. Ne vous cachez pas, parce que je suis sûre que vous avez déjà eu ces bases en biologie. On va parler des karyotypes. Un karyotype, qu'est-ce que c'est? C'est un classement de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Ça veut dire qu'on prend une cellule dans une certaine phase. Donc c'est une phase où l'ADN est vraiment compacté, ce qui donne cette forme si particulière. Parce que vous imaginez bien que l'ADN, c'est très, 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 très long. Ça contient des centaines et des centaines de milliers d'informations. Et du coup, quand une cellule va se diviser, à un moment, elle va compacter son ADN et c'est à ce moment-là qu'on forme les karyotypes. Donc, c'est juste pour mettre en place, pour vous rappeler ce que c'est un karyotype. Un karyotype, donc, chez l'humain, il y a donc 23 paires. Donc, comme vous le voyez, celui de gauche, c'est un karyotype donc féminin parce qu'il a 2 chromosomes X. Et donc, de l'autre côté, à droite, on voit un karyotype masculin parce que c'est XY.
Si vous avez des questions sur les cariotypes, j'y reviendrai plus tard, donc après la conférence, si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons voir donc le syndrome donc 47 XYY. Donc ce syndrome 47, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on l'appelle 47 XYY? Et ben en fait, à la place d'avoir 46 chromosomes, et ben on en a 47. Ça veut dire qu'on en a un de plus et on en a un de plus au niveau donc Y. Donc la personne aura un X et deux Y. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc comme vous voyez ici, donc on utilise ces cariotypes pour du coup justement voir ces anomalies. On peut voir par exemple aussi sur ces cariotypes la trisomie 21. Donc là c'est donc un chromosome en plus sur la paire 21. Donc il faut déjà savoir que ces individus ne peuvent que être des hommes, du coup, parce qu'ils ont un Y. Dès que la personne présente un cariotype avec un Y, c'est un homme, donc biologiquement un mâle. Donc il faut savoir que cette maladie n'est pas héréditaire. Et là aussi, si vous avez des questions, j'y reviendrai à la fin parce que c'est une petite explication un tout petit peu plus complexe. Donc ça provoque ce syndrome qu'on appelle aussi le syndrome du tueur, provoque différents symptômes, dont un qui est l'agressivité. Mais ça peut provoquer aussi des problèmes d'apprentissage et des problèmes de retard du développement du langage chez presque 50% des gens qui l'ont. Et en fait, il y a des études qui ont porté donc sur des délinquants violents dans des prisons. Ils ont récupéré le cariotype de tous ces délinquants et ils ont vu que ce syndrome, le 47XYY, était vraiment très présent. Donc, je vous ai mis à droite en bas une revue, donc c'est la revue scientifique, totalement en anglais. Si vous voulez la lire, moi je l'ai lue et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me voir en MP. Qui donc traite justement de cette étude sur une population. Et on remarque que chez les délinquants violents, c'est vraiment, vraiment beaucoup présent. Et là, donc là, ça a posé beaucoup de questions éthiques. Ça veut dire que si on détecte ce syndrome chez des personnes, est-ce que ce sont des tueurs, des délinquants? Donc ça a fait fantasmer plein de gens en disant ça y est, on va enfin pouvoir éradiquer les tueurs de la planète, ça y est, on va pouvoir faire ça. Mais en fait, pas vraiment. Parce que tous les tueurs, déjà, n'ont pas ce cariotype. Et de plus, il y a des personnes qui ont ce syndrome et qui ne sont pas du tout agressifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on découvre ce syndrome chez une personne? Et bien là, il y a deux écoles. Soit on prend en charge ces personnes, on les surveille en mettant des programmes pour réussir à calmer ces individus, à gérer leur colère, à gérer ceci, c'est très compliqué. Et il y en a d'autres qui disent que bon, ça n'a pas trop d'impact, c'est une chance sur combien qu'ils deviennent un délinquant. Donc il y a des personnes qui disent bah on ne peut pas juger une personne sur la génétique de celle-là. C'est quand elle grandit qu'elle devient donc violente, si elle grandit dans des environnements qui ne sont pas stables, par exemple. Du coup, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc bien sûr, comme vous pouvez constater, ça a fait fantasmer beaucoup de gens en disant que ceci, donc toutes les personnes donc atteintes de ce syndrome seraient des tueurs, etc., etc. Ça a fait beaucoup de polémiques et donc je vous invite à vous renseigner si jamais vous voulez savoir. Il y a beaucoup de sites qui en parlent et il y a beaucoup de références dans la littérature, dans les jeux vidéo qui parlent de ce syndrome. Donc voilà. La présentation, donc la petite surprise, elle est finie et du coup, je voulais juste remercier le staff qui fait vivre le Max de Culture. Donc voilà. C'est vraiment un endroit, je pense que je suis pas la seule à penser pareil, qui est agréable, où on apprend beaucoup de choses, qui est ouvert avec des personnes super et qui sont là pour nous. Et je suis vraiment contente de pouvoir fêter l'un an des conférences parce que pour moi, déjà, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses et je pense que pour les autres aussi. Donc merci vraiment, merci beaucoup. Et Effectivement, je j'en vous invite. profite pour toucher deux mots. Hein. Merci, Ah, vous êtes- merci à tout le monde. Hein. Franchement, ça fait un bout de temps que je suis là maintenant, mais
le staff y gère, déjà d'une. Même si on leur permet des petites blagues, on les aime quand même. Et du coup, j'espère que à l'avenir, on pourra continuer dans cette bonne ambiance.